quand on est chef d'entreprise, on est focus sur son développement et sa croissance. Pourtant, un levier redoutable reste sous-exploité, la croissance externe. Alors, dans les clés du build-up, on vous emmène dans les coulisses de cette croissance externe, au contact de ceux qui, au quotidien, gèrent ces rachats d'entreprise, qu'ils soient dirigeants, experts ou conseils. C'est un format conçu pour que vous aussi, vous puissiez passer à l'action. Allez, place à votre épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans les clés du build-up, une série de podcasts et de vidéos consacrées à la croissance externe, organisée par Alvo et Outmatch. Je suis Thomas Collin, cofondateur d'Alvo.market, plateforme digitale spécialisée dans la cession, reprise, transmission de TPE-PME. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Maxime Nicolas, associé cofondateur de Outmatch. Salut Maxime. Salut Thomas. Tu veux nous dire un mot sur Outmatch ? Ouais, avec grand plaisir. Bonjour à tous, moi je suis associé au sein d'Outmatch. C'est un cabinet de conseil en finance et en stratégie que j'ai cofondé avec deux associés il y a maintenant 5 ans. On fait principalement de la cession d'entreprises et de l'acquisition sur des sociétés valorisées entre 10 et 50 millions d'euros de valorisation dans tout secteur d'activité. C'est ça qu'on trouve vraiment passionnant, c'est de découvrir des secteurs d'activité tous les jours et c'est la raison pour laquelle on fait ce métier. Et on se distingue pas mal de notre environnement concurrentiel avec une approche très entrepreneuriale, très focus stratégie et puis une approche financière aussi qui nous distingue de la concurrence. On aura l'occasion peut-être d'en reparler au cours de ces épisodes, même si c'est pas le sujet. Et je suis vraiment ravi de participer à la construction de cette série dédiée au build-up. Je sais qu'on a plein de choses à voir ensemble. Ouais, carrément. Puis, on a travaillé ensemble sur un dossier et puis c'est toi qui es venu avec cette idée du build-up, de la croissance externe, qui est un sujet qui est finalement assez peu travaillé. Et en fait, on est parti de ce constat commun dans nos activités réciproques que finalement, la croissance externe pour les PME était un sujet assez mal appréhendé par les dirigeants. Alors là-dessus, j'ai une petite stat qui vient évidemment de la BPI. 81% des dirigeants de PME ont envisagé de faire de la croissance externe sur ces 5 dernières années, et il y en a seulement 34% qui ont effectivement fait une opération. Donc, D'accord. Si on fait le ratio, ça fait à peu près 20-24%. Moi, j'avais un autre chiffre d'une autre étude BPI qui disait qu'il y avait 12% des PME qui avaient fait de la croissance externe. Donc, on est, en gros, entre 12 et 20% entre 10 et 20% des PME qui ont fait effectivement de la croissance externe. Donc, en gros, ça veut dire que 2 projets sur 3 se plantent. Ouais. Donc, on voit que tout le monde a envie d'en faire, enfin tout le monde, 8 dirigeants sur 10, et en fait, il y en a 1 à 2 qui y arrivent. Et c'est ce constat-là qu'on a fait, et on s'est dit, peut-être qu'il faut justement donner les clés du build-up. Mais tout à fait, je rejoins à 100%, c'est vrai que c'est un constat nous, qu'on fait depuis de nombreuses années, où on a la chance de rencontrer des dirigeants tous les jours qui sont des personnes qui sont pleines de conviction, d'énergie et d'ambition, c'est magnifique. Mais effectivement, il y a une vraie formation à la croissance organique. On le voit en école de commerce, on voit que les entrepreneurs ils se lèvent le matin pour la croissance interne, pour la croissance organique, mais le réflexe de la croissance externe, alors peut-être que les tendances changent avec tout le move reprenariat, etc. Enfin, il y a des choses qui se passent en ce moment. Qui est quand même assez récent. Qui est très très récent, ça fait 2 ans vraiment que ça commence à être être spoté. Mais effectivement, tu vois, moi dans mon parcours, je vois des dirigeants qui commencent à se lancer là-dessus, mais vraiment en moyenne, je sais pas, à partir d'une dizaine d'années où ils ont fait de la croissance organique, où ils ont un véhicule assez stable, ils ont envie de se challenger sur autre chose. Et après, il y a aussi un autre persona où c'est des dirigeants qui commencent à avoir une structure stable, qui ont 1 million d'euros de résultats et qui, généralement, c'est les banques qui disent pourquoi pas vous prêter un petit peu, vous voulez pas acheter une société. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'il y a peu de croissance externe en France, c'est pas un réflexe. Et l'idée aussi qu'on a eu ensemble de cette formation, de cette série d'épisodes dédiés, c'est de donner un petit peu plus les clés pour que ça devienne un peu plus naturel, sachant qu'on a une belle profondeur de marché en France
à saisir. Et voilà. Après, il faut juste. C'est un super bel exercice qu'on va découvrir ensemble. C'est vraiment de l'humain, de la strat, de la négo. Ouais. Mais bon, après, à côté de ça, il y a pas mal de sous-sujets qu'il est intéressant de regarder ensemble. Alors, pour ce premier épisode, on sera tous les deux, mais en fait, ce qu'on a bâti, c'est une série de 8 épisodes où on va suivre en fait toutes les étapes d'une opération de croissance externe. Et la chance qu'on a, c'est qu'on va être accompagné de super experts qu'on a sélectionnés dans nos réseaux respectifs. Et on va en fait partir de la recherche d'une cible jusqu'au post-merger integration. Alors, il va y avoir pas mal de jargon, mais à chaque fois, on va expliquer. C'est vrai, ouais. Post-merger integration, c'est assez simple. C'est l'intégration post-opération de la société qu'on vient de racheter dans un groupe ou dans un univers plus gros. Et on va également, évidemment, passer par les phases de négociation, par les phases de financement. Donc, l'idée, c'est vraiment de couvrir toute la séquence et que on puisse, à chaque épisode, avoir des éclairages techniques, des éclairages business, avec un expert qui vient aussi nous donner des conseils concrets. Tout à fait. Parce que notre objectif, c'est de faire ces épisodes pour en fait permettre à des dirigeants ambitieux, qui ont vraiment envie d'activer ce levier de la croissance externe, d'avoir déjà une meilleure idée, une meilleure culture de la croissance externe. Bien évidemment, le dirigeant ne fera pas tout seul. Il y a évidemment des conseils qui vont venir, parce que ce qu'on va le voir, c'est des opérations quand même assez complexes. Mais par contre, il faut cette culture, il faut savoir de quoi on parle. Il y a beaucoup de jargon, on le verra, mais en fait, derrière le jargon, des choses pas si compliquées que ça. Et c'est ça, en fait, on veut donner des clés, les clés du build-up, les clés d'une opération qui peut paraître complexe au départ, mais qui, en fait, pris étape après étape, finalement, se fait bien. C'est un peu ça qu'on peut dire. Et effectivement, pour rebondir sur ton point, c'est vrai que nous, on adore les dirigeants ambitieux. Et on voit qu'il y a certains groupes qui ne s'arrêtent pas qu'à une opération, mais qui mettent en place des process pour en faire 2, 3, 4 en 5 ans, ou peut-être même en fonction des tailles de groupe, 2, 3, 4 par an. Et en fait, on voit que c'est comme un petit peu l'immobilier. On commence par un premier bien, après on enchaîne. Et il y a tout un process à structurer avec des people à recruter et ça se fait après naturellement et ça permet de construire un empire petit à petit. Ouais, exactement. Donc c'est ça, les clés du build-up finalement. C'est ça dont on va parler aujourd'hui. Mais en tout cas, merci beaucoup encore une fois Thomas pour avoir saisi la perche de cette initiative. Je pense que ça va être une superbe série. Du coup, dans cet épisode, on va tout d'abord chercher à comprendre en quoi la croissance externe est un superbe outil de croissance. Et donc, ce que je te propose, c'est de t'interroger un petit peu sur ces sujets. Et après, on verra en phase amont pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, comment avoir une société mère qui soit en capacité et une organisation du chef d'entreprise qui soit en capacité d'absorber justement ce flux de croissance externe ou cette première opération de croissance externe. Finalement, la préparation, en amont, les prérequis, etc. Tout à fait. Eh bien, super. Bon, Thomas, la croissance externe, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, la croissance externe, en fait, c'est un terme assez vaste qui en fait, parle de rapprochement de deux activités. Donc, avec une activité qui va être achetée et un acquéreur qui va acheter cette activité. Alors, donc on parle de fusion-acquisition, qui sont on va dire, M&A, Merger and Acquisition, fusion-acquisition. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la croissance externe, il y a plein de manières, d'un point de vue juridique et financier, de faire de la croissance externe. À ce titre-là, et tu le sais bien, notre boîte à outils financière pour faire de la croissance externe, elle est énorme. On peut racheter des titres, equity deal, on peut racheter des actifs, asset deal. Donc déjà, rachat de fonds de commerce. Rachat de fonds de commerce, oui, ou même rachat de code, rachat de clientèle, voilà. Évidemment, on parle de fusion-acquisition, mais il y a toute une palette. On peut acquérir des titres en majoritaire, en minoritaire, avec des options d'achat. En fait,
En reprenant et en intégrant au résultat la société qu'on reprend pour la monter dans une holding. Donc en fait, on parle de turn-out. On a vraiment, en termes de créativité, on peut faire énormément de choses. Ouais. Après, nous, on va pas forcément rentrer dans tous ces détails-là. Je pense que dans cette série, on va surtout parler des acquisitions majoritaires de titres. Tout à fait. Parce que finalement, on s'adresse à des dirigeants entrepreneuriaux, industriels, qui utilisent pas la croissance externe comme un investissement financier, ou en tout cas pas que, et que donc la logique quand on est industriel, c'est d'être, nous, ce qu'on appelle dans notre jargon, contrôlant, donc en fait d'avoir tout de suite ou à terme quasiment 100% du capital. Voilà. Donc dans tout ce qu'on va dire après, on sera toujours dans cette logique plutôt d'acquisition majoritaire, mais sachez que tous les jours, il y a aussi des opérations qui se font sur des acquisitions minoritaires, etc. Tout à fait. Tout est possible. Voilà. Il y a plein d'angles. Je rajouterais aussi un axe, c'est que au-delà de la pluralité des instruments utilisables pour acheter, il y a aussi une pluralité de contexte. C'est-à-dire qu'on peut très bien acheter une société qui est en croissance, on peut très bien acheter qu'il y a une société qui est flat et qui a des problèmes, et on peut aussi très bien acheter une société à la barre du tribunal. Et c'est aussi une typologie le restructuring. On va y venir. Une typologie de croissance externe. Alors, donc maintenant, il y a un autre sujet qui fait cette croissance externe, et dans ces épisodes, on va surtout s'atteler au cas, on l'a dit, des dirigeants de PME. Donc en gros, ce sont des opérations, alors là, on va parler un peu jargon M&A, qu'on appelle stratégique, industriel, corporate. Donc tous ces termes-là sont à opposer aux opérations, on va dire, de financiers. Fait par des investisseurs dans le but d'acheter et de revendre des actifs qui sont en l'occurrence des entreprises. Donc là, nous, notre objectif, c'est vraiment de plutôt se focaliser sur des opérations à dominante stratégique ou industrielle. D'accord. Comme tu le disais, dans le but d'accompagner des dirigeants qui veulent grandir. Ouais, tout à fait. Pourquoi la croissance externe devait être un sujet du coup primordial pour les dirigeants dans le cadre du développement de leur activité ? Si tu veux, j'ai une première réponse qui est très... alors que je vais parler un peu comme un financier que je suis, parce que avant de faire du M&A, je viens de la finance d'entreprise, mais en gros, c'est un des principaux leviers de création de valeur. Et pour ça, j'ai deux exemples. Les fonds de private equity, et puis j'ai même un super entrepreneur français qui est Bernard Arnault. Enfin, ce qu'il a construit avec LVMH... alors évidemment, il y a de l'organique, et ils sont très forts là-dedans, sinon ils ne seraient pas à ces niveaux. Mais c'est un portefeuille de maison, un portefeuille de marque, et ça s'est construit à coup d'acquisition. Bernard Arnault n'a pas créé Louis Vuitton, Moet Hennessy, il l'a racheté. Et il a continué ses achats, et il le fait en permanence. Donc ça montre bien, si là on regarde d'un point de vue création de valeur financière, que la croissance externe est quand même un outil très puissant. Et d'ailleurs, là, je lisais, il y a une étude de France Invest, tu sais, qui est en gros l'association représentative des fonds de private equity en France. Ouais. 64% des participations de fonds de private equity ont fait de la croissance externe. À opposer, tu te souviens en intro, je disais, elle est probablement... au niveau français, 10 à 20% des sociétés maximum qui ont déjà fait de la croissance externe. Tout à fait. Ils en font 3 fois et demi plus. 3 fois et demi plus. Voilà. Et là-dessus, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai j'ai du mal avec le terme de financier. Enfin, certes, on est des financiers, mais c'est pas parce qu'on sait créer un compte de résultat ou un tableau de flux de trésorerie qu'on a vraiment cette casquette de financier. C'est vrai que cette casquette, elle est un petit peu opposée à la casquette d'entrepreneur. Mais moi, je suis un entrepreneur, mais je suis un financier aussi. Et faut pas que ce soit un terme qui soit négativement perçu. À côté de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que les PME ont peur des fonds d'investissement en France. Il y a quelques freins à se dire de faire rentrer quelqu'un à son tour de table. Cependant, comme tu l'as très justement dit, c'est des acteurs qui permettent de faciliter aussi la croissance externe. Alors, je ne dis pas qu'il y a besoin d'un fonds pour faire la croissance externe, je dis tout à fait le contraire. Et c'est l'objectif de cette formation. Cependant, ce qu'on voit dans ton chiffre, c'est que les fonds savent faire de la croissance externe, et quand on regarde les différents éléments de création de valeur quand un fonds rentre au sein au capital d'une PME, c'est vrai que la différence d'EBITDA qui est créée
créer via la croissance externe peut être l'un des outils majoritaires de création de valeur dans le cadre du programme de création de valeur du fonds. D'après toujours l'étude France Invest, c'est 1/3 de la création de valeur totale qui est liée à la croissance externe. Donc c'est un outil magnifique. C'est un outil qui est au moins aussi puissant que le levier financier, etc. Pour donner quelques éclairages complémentaires aux dirigeants, j'ai pas les stats exactes, mais on doit avoir 1/3 qui est lié à l'augmentation organique. Donc comment est-ce qu'on structure la société pour lui apporter toujours plus de croissance via ses ventes, via ses process, bref. Et puis je pense qu'il y a un tiers aussi qui est lié à l'effet de levier. L'effet de levier, mais qui est complètement utilisable aussi et qui est tout l'objectif aussi on y reviendra dans la croissance externe. Alors, ceci dit, là où tu as raison, c'est que ma première partie de pourquoi faire de la croissance externe très financière, je comprends qu'elle puisse ne pas parler à tout le monde. Il faut aussi regarder ça d'un point de vue opérationnel. Enfin, je veux dire, la croissance externe, elle te permet de gagner du temps. Elle te permet de gagner du temps, d'aller chercher des nouvelles compétences. Ça, c'est clairement... en fait, tu vas plus vite avec de la croissance externe. Tu me disais, quand on préparait cet épisode, c'est probablement moins risqué que de démarrer de zéro. Et j'en parlais hier à un dirigeant qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, une superbe histoire de croissance. Et je lui dis, t'as des conseils? Il me dit, mais moi, demain, en fait, il a commencé à entreprendre à 22 ans. Maintenant, il en a une quarantaine. Et je lui dis, mais t'as des conseils? Et il me dit, mais en fait, si c'était à refaire, moi, j'aurais racheté directement. J'aurais racheté et développé directement plutôt que démarrer from scratch mes 5-6 premières années de galère. Parce que ce qui est dur, c'est de convaincre un client, alors que là, quand tu rachètes une société, tu as déjà les clients. C'est pas facile. Mais en tout cas, tu vois, ça peut être un facilitateur. Ouais, donc plus rapide, probablement moins risqué. Je partage complètement ton avis là-dessus. Est-ce que finalement c'est moins cher que de créer avec tous les aléas de la création? Bon, il y a quand même un prix. Ça dépend sur à combien tu rachètes. Parce qu'il y a un outil magnifique aussi, c'est de très bien acheter. Ça, c'est la thèse de tous les fonds. C'est comme quand on achète de l'immobilier, c'est qu'il faut bien acheter. Et c'est hyper valable pour la croissance externe aussi. Mais en tout cas, on parle souvent, si on va faire un tour du côté de la Silicon Valley, on parle souvent de acquire, donc acquisition and hire. Donc ça veut dire... racheter finalement, tu le disais, des gens qui sont déjà là, des équipes qui sont organisées, des vrais savoir-faire. Tout ça, alors c'est pas toujours très tangible, tout ça c'est de l'immatériel évidemment, mais on se rend compte donc les recrutements, c'est compliqué, que démarrer de zéro c'est compliqué. Finalement, là, on a des choses très activables. Donc, tout à fait. Si quelque part un dirigeant a identifié une opportunité de croissance qu'il faut saisir, s'il veut le faire rapidement et peut-être de manière plus sécurisée, la reprise est probablement une des meilleures. La croissance externe, la reprise est probablement une des meilleures solutions. Et avec un risque hyper mesuré. Parce que ça dépend à combien est-ce qu'on achète, mais à l'agro, si on achète 3-4 années de résultats, pour des sociétés de taille, je sais pas, autour de 1-2 millions d'euros, ça peut se trouver facilement. On parle de rembourser 100% des titres en 4 ans et demi avec les intérêts bancaires. En 4 ans et demi, on a créé déjà 1, 2, 3 millions. C'est quand même c'est significatif. Oui, et puis, encore une fois, même ceux qui ont une vision très, très long terme et très industrielle de leur développement, c'est juste gagner du temps et additionner des ressources. Exactement. Les fameuses synergies. Est-ce que on va en reparler. Est-ce que tu peux du coup, en synthèse, nous parler de quels sont les différentes streams de création de valeur pour toi dans la croissance externe? En gros, les différents streams de la croissance externe, on va être évidemment, et parce qu'on va parler d'opérations industrielles, il y a évidemment les synergies. J'ai une activité, je vais additionner des ressources, et donc, en gros, je vais développer, mutualiser des clients, faire ce qu'on appelle de l'upsell, du cross-sell, des choses comme ça. Évidemment aussi par les coûts, par les ressources employées. On peut avoir des synergies de back-office, etc. Des économies d'échelle sur les achats. Voilà, exactement. C'est des choses qu'on retrouve assez souvent. Il y a un mécanisme aussi un peu plus financier, mais qui est l'effet de levier. C'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, plus les sociétés sont grosses et plus elles sont matures et mieux elles sont valorisées. Tu connais ça mieux que moi
en multiple d'EBITDA, etc. Et donc là, en fait, le 1+1, si chacune, on va donner un exemple, une société est valorisée 4 fois son EBITDA, rachète une société qui est valorisée 3 fois son EBITDA, peut-être que la somme des deux sera, il y a un gain sur le valorisé 5, par exemple. Effectivement, il y a un gain sur le multiple de BE, mais ça, pour vraiment de la super synthèse pour les dirigeants qui nous achètent, une société, c'est vraiment juste pour l'exemple, parce que c'est pas applicable sur tous les secteurs d'activité. Mais une société qui va faire 300 000 euros de BE, on va dire qu'elle va valoir 4. Une société qui va faire 1,5 million de BE, elle va valoir 5. Une société qui va faire 3 millions de BE, elle va valoir 8. Donc, vous avez tout intérêt, et puis un petit peu plus en fonction des départs de marché, de la croissance, etc. Mais vous avez tout intérêt à très vite construire une addition de sociétés pour aller chercher votre multiple à 3-4 millions de BE, qui va vous permettre en fait de vous voir appliquer dans le cadre de votre cession un multiple bien plus élevé que si vous étiez resté sur un EBITDA un peu plus simple. Ça, c'est un des leviers de création de valeur des fonds, très clairement. Exactement. Voilà. Et qui est... Attention cependant, tout ça à condition que les intégrations soient bien faites. Tout à fait. Parce que on aura l'occasion d'en reparler, mais tout ça sur le papier, ça marche. Encore faut-il qu'il n'y ait pas de destruction de valeur quand on rapproche les deux unités. Exactement. Ouais. Exactement. Il y a aussi un effet lié au remboursement de la dette. C'est-à-dire qu'on va venir, il y a l'effet de levier aussi de la dette où on vient racheter en faisant un apport, je ne sais pas, en fonction des négos, de 0 à 20% de la somme. Et comme on rembourse le capital avec les intérêts, au final, on est propriétaire via la dette, même création de valeur que dans l'immobilier. Ouais. Et ça, c'est vraiment la puissance du LBO. Exactement. Appliqué donc à une société toute seule et évidemment appliqué au rachat de société. Mais pour nos dirigeants qui nous écoutent, ce qui est intéressant par rapport à l'immobilier, en fonction de la rentabilité du bien, où on va rembourser son bien entre 10 et 15 ans, en fonction des OP, avec une opération de croissance externe bien menée, on peut se voir rembourser sa dette en 3, 4, 5, 6 ans. Donc c'est une création... Oui, même pour les industries. Alors, remboursement de la dette en 5-6 ans, mais même pour des industriels qui ont des synergies, on parle même de retour sur investissement beaucoup plus court. Tout à fait. 2-3 ans. Tout à fait. Et c'est pour ça que les grands entrepreneurs ont construit ces empires, parce qu'ils ont compris ça très vite, et qu'en étant bien accompagnés, ça peut aller très très vite. Ouais. Il y a des risques, et on verra comment les couvrir. Mais il y a quand même plusieurs effets constitutifs justement de cette création de valeur dans le cadre d'une opération de croissance externe. On parle de combien d'opportunités à saisir tous les ans ? Alors, si on regarde sur le marché français, alors je sais, si vous regardez un peu sur Internet, vous verrez des chiffres qui peuvent être très différents. On parle de plusieurs centaines de milliers de sociétés qui seraient à revendre, etc. En fait, on mélange quand même beaucoup de choses, donc il faut faire attention. Il y a les fonds de commerce, il y a les TPE, il y a les PME. Alors, chez Alvo.market, on est bien placé pour le savoir. Ouais, vous connaissez ça. Ces trois marchés qui sont quand même très différents. Les logiques sont pas les mêmes. Sur le fonds de commerce, on va être souvent sur des sujets plus à dominante immobilière, enfin des opérations qui ressemblent plus à de l'immobilier. Sur les TPE, on va avoir le sujet souvent d'équipes très courtes. Donc là, dans ce qui nous intéresse pour la suite, on va surtout parler de PME. Okay. Ce que je peux dire, c'est qu'on est probablement sur un stock de plusieurs dizaines de milliers de PME à reprendre en France. Alors qu'elles ne sont pas toutes sur le marché là à un instant T, mais il y en a aussi qu'on peut approcher directement. Ouais. Alors, pourquoi ? Parce que bien sûr, il y a l'âge du dirigeant, le fameux papy boom, mais tu sais comme moi que ce sujet-là, on en entend parler depuis plusieurs années dans le M&A, et si on regarde, le nombre de transactions avait même reculé en 2023. Donc, et surtout, l'expérience que j'ai avec Alvo, c'est que l'âge du dirigeant, le départ à la retraite est certes un déclencheur, mais c'est absolument pas le seul. Et il y a des cycles managériaux, il y a des gens qui en ont marre, il y a des gens qui ne s'entendent plus en tant qu'associés, il y a des gens qui sont en santé financière un peu fragile. Donc, il y a d'autres éléments déclencheurs. Je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai qu'on peut se dire que les sociétés à reprendre, c'est quand le dirigeant a 60 ans, 65 ans, 70 ans. C'est vrai.
Mais nous, on voit aussi un grand nombre. On avait fait une étude il y a quelques années sur l'exit des startups. Et en fait, on voyait que c'était au bout de 8 ans, généralement, qu'il y avait une forte probabilité de céder ses titres. C'est vraiment un cycle managérial. Cycle de 8 ans, il y a vraiment des kickers. Donc, si vous voyez dans les opérations que vous regardez, date de constitution à peu près autour de 8 ans, là, vous pouvez dire que déjà, il y a un petit momentum. Nous, c'est vrai qu'on a accompagné des cédants. L'année dernière, un cédant qui avait 44 ans. Là, cette année, on est en train de construire un deal auprès d'un cédant qui a 42 ans. Donc, c'est vrai que il n'y a pas que l'âge de dirigeant. Ouais. Puis après, on a un effet de conjoncture. 2025 est pour un certain nombre de gens quand même une année qui va être compliquée. Il y a une sous-capitalisation chronique des PME françaises. Ça, on l'a vu avec le PGE et les problèmes de remboursement du PGE, parce qu'en fait, on a prêté de l'argent aux sociétés, mais on n'a pas renforcé leurs fonds propres, finalement. Et donc, tout ça fait qu'il y a des opportunités à saisir. Tu as parlé tout à l'heure du restructuring, et c'est... évidemment, c'est Bernard Tapie. Voilà. Pour l'anecdote, quand la série est sortie sur Netflix, on a eu plus 30% de flux sur notre marketplace Alvo, juste avec l'article sur la reprise des sociétés à 1 euro. C'est intéressant. Faut quand même faire attention, le restructuring. Moi, j'avais un mentor qui me disait le restructuring, c'est un sport de riche. En fait, il faut quand même avoir... acheter une société à 1 euro, ça ne veut pas dire que le projet à 1 euro, il va falloir recapitaliser, etc. Donc, oui, il y a des opportunités en restructuring, surtout pour des industriels qui ont des fortes synergies avec des boîtes qui sont par terre. Ça reste quand même des dossiers plus complexes que d'acheter une société saine. Je suis bien d'accord avec toi. Et ça, pour 2 effets, je trouve majeurs. C'est que déjà, l'accès au management est très organisé et très court. Là où en croissance externe, on peut prendre 5, 6 heures, 10 heures, 20 heures parfois pour construire un projet avec le dirigeant. Là, quand on fait des projets en restructuring, généralement, on a 30 minutes, 1 heure d'échange avec le dirigeant et un niveau d'information bien plus léger et puis des timings hyper serrés. Et le deuxième effet, en fait, c'est que c'est le juge qui décide à qui il alloue le dossier. Parfois, là où, en croissance externe, ce que je trouve magnifique, c'est que c'est que de la séduction. Oui. C'est parce que j'ai le meilleur projet, les meilleures convictions et que je réponds parfaitement à ton besoin que tu vas me confier ton dossier. Le juge, ça peut paraître... Ça peut être... En tout cas, le message, c'est restructuring, attention. On va dire que par rapport à une opération déjà complexe de croissance externe, on va encore rajouter un niveau de difficulté. Donc ça se fait, il y a des très belles choses qui se font. Mais il faut maîtriser le contexte et il faut avoir un peu cette fait la main là-dessus. Tout à fait. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces explications. Si c'est un outil si puissant, du coup, pourquoi peu de dirigeants font au final de la croissance externe ? C'est une très bonne question parce que en théorie, c'est quelque chose qu'on devrait déployer très rapidement. La réalité, c'est que c'est quand même des opérations complexes et que la première fois que tu le fais, tu essuies les plâtres. Il y a beaucoup de jargon. Il y a des conseils très différents qui interviennent de ceux que tu as l'habitude de voir. Bref, il y a une énorme courbe d'apprentissage. Et c'est vrai que finalement, tu parlais de serial repreneurs, de gens qui font de la croissance externe en série. Et la réalité, c'est que tu es meilleur à ta deuxième opération qu'à la première et tu es encore meilleur à la troisième. Et donc, c'est pour ça. Il y a un effet d'apprentissage. Il y a quand même beaucoup de gens qui butent sur la première opération parce que c'est un nouveau monde. Très clairement, des nouvelles manières de faire, des nouvelles, encore une fois, beaucoup de jargon, etc. Et du coup, ça m'amène à un point qui est vraiment important pour moi, c'est que trop souvent, les opérations de croissance externe, je vais dire, sont entre guillemets accidentelles ou opportunistes. Oui, on nous a présenté le dossier, on a trouvé que c'était une bonne idée, on l'a fait. Mais en fait, ça, c'est vraiment faire beaucoup confiance au hasard et à la chance. Les gens qui font vraiment de la croissance externe, ils font ce qu'on appelle, alors je vais utiliser un terme un peu pompeux, mais c'est du M&A programmatique. C'est programmé. Ils ont cherché, ils ont pas attendu qu'on leur tende un dossier. Ils sont allés chercher les bons intermédiaires, les bons dirigeants. Et tu vois, tu avais une étude, alors qui est un peu touffue, qui est un peu complexe, de McKinsey en 2021, qui reprenait 20 ans de croissance externe sur des boîtes qu'ils ont analysées. Et en gros, ils te disent, ceux qui font du M&A programmatique, c'est-à-dire ceux qui en font tout le temps et de manière industrielle, surperforment
tous les autres types de M&A. Donc, par exemple, dans les autres types de M&A, il y a le large-scale M&A qui est de dire je suis le numéro 3 du marché, on va acheter le numéro 4 et on va faire le nouveau numéro 1 ou le numéro 2. Voilà. Qui sont des stratégies assez communes en M&A. Mais en fait, pour des gens qui font de l'acquisition en série, ils superforment systématiquement ce type de M&A plus opportuniste. Voilà. Je suis hyper aligné et puis on y reviendra un petit peu sur comment préparer, quand on abordera comment préparer sa structure à la croissance externe. Mais là-dessus, effectivement, je suis aussi dans la thèse qu'il faut préparer, que c'est une strate, ça se prépare. Mais à côté de ça, il faut quand même qu'on puisse rester entrepreneur et opportuniste. C'est-à-dire que il faut pas non plus... Enfin, je suis 100% aligné, à 90% d'accord. Tu peux créer tes opportunités. Tu vois, mais le M&A opportuniste, pour moi, c'est finalement le dirigeant à qui on a poussé un dossier qui a dit oui, pourquoi pas celui-là. Mais en fait, la réalité, c'est que si tu regardes celui-là, tu devrais peut-être en regarder probablement 10 autres. Je suis d'accord, mais moi, je fais pas partie de l'équipe où on se dit on a une thèse, la direction, elle est hyper figée. Et que du coup, parce qu'il y a une option qui est un petit peu plus entrepreneuriale, par exemple de la diversification qui n'a rien à faire, mais le deal est super bien acheté, il y a des synergies, c'est un peu risqué. Moi, je fais plutôt partie de l'équipe où on reste entrepreneur, même si on s'est structuré, mais on reste dans un mindset d'entrepreneur. Et pour moi, un entrepreneur, c'est qu'importe les difficultés, il arrivera à aller chercher de la croissance, il arrivera à chercher de la rentabilité. Parce qu'il a cette mentalité de créateur de croissance et de créateur de BE, tu vois. Donc, je suis de ton équipe où 90% des deals, il faut avoir une roadmap. On sait où on va, il faut la préparer. On verra ça dans la partie 2. Mais à côté de ça, moi, je reste quand même entrepreneur où je me dis... Il y a des options parfois qui sont vraiment la résultante de chance, et la chance est primordiale dans les piliers de la croissance d'un entrepreneur. Et moi, je suis quand même partie de l'équipe où il faut regarder, on creuse, et puis après ça marche pas, mais on creuse quoi. Alors justement, t'en parlais. Je pense que là, ceux qui nous écoutent ont compris les mécanismes de la croissance externe et comment on peut faire beaucoup de valeur et comment tout ça a beaucoup de sens industriel. Mais tu l'as dit, il faut se préparer. Avant de passer à l'action, il y a toute une phase de préparation en amont. Ouais. Tu peux nous parler un peu justement de ces prérequis, comment on se met dans les conditions de faire de la croissance externe ? Avec grand plaisir. Moi, je pense qu'il y a déjà un premier point sur le why. Moi, je suis très développement personnel, introspection. Simon Sinek. C'est en fait pourquoi je veux faire ça. Est-ce que c'est est-ce que je suis un créateur de valeur? Est-ce que je veux un challenge? Est-ce que je veux me prouver à moi-même que je peux faire ça? Pourquoi en fait? Pourquoi? Et ça, je pense que c'est important avant de se lancer. Je pense que c'est vraiment la première étape avant de structurer sa société à la croissance externe, de répondre en tant que dirigeant ou en tant qu'actionnaire sur un bon alignement sur ce why profond. Après, je pense qu'il y a un vrai sujet de santé financière. Parce que si déjà j'ai une société qui est pas saine, que j'ai du mal à aller chercher ma rentabilité, déjà je vais galérer pour mon financement, mais à côté de ça, il faut pas oublier le fait que ce sont des opérations qui sont risquées. Parce que si je rate ma croissance externe, que je n'arrive pas à rembourser, je peux déséquilibrer l'ensemble des fondations historiques, ce qui est absolument pas. C'est-à-dire que mon échec de l'intégration de ma croissance externe va venir impacter mon business organique, ce qui était tout ce qu'on ne souhaitait pas rechercher. Ouais. Donc, il faut faire vraiment très attention, je dirais, à la santé financière de sa société. Donc là, c'est une réflexion très financière, mais dans l'idée... comment est-ce que je vais venir financer ma société? Je vais venir l'endetter, donc endetter la cible, sur un multiple de BE qu'on pourra vous présenter dans des prochains épisodes. Et pour pouvoir compléter ce financement, soit je vais apporter de la trésor de ma holding, soit je vais utiliser la capacité de financement de ma holding à peu près sur le même multiple de BE, qui est entre 2,5 et 3 là, en ce moment. Donc ce qui me permet en fait de financer ma société. Mais donc, du coup, il faut faire quand même, faut bien prendre en compte la santé financière et puis la structuration de la santé financière de sa société. Et puis après, il faut parler avec ses banques.
avec son pool bancaire, de créer des relations qui peuvent donner des bons contacts pour faire de la croissance externe et qui peuvent déjà nous dire un petit peu, nous accorder une première enveloppe pour pouvoir acheter sa société. Et je pense qu'aussi, il faut avoir préparé l'autonomie de sa société. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de dirigeants qui sont à 150% dans leur entreprise, qui font tout. Qui font du commercial, qui font les RH, il n'y a pas de seconde ligne de management structurée. Et en fait, comment déjà, quand on est à 150% et qu'on travaille 60 heures par semaine, on peut aller chercher le temps nécessaire à l'intégration. Surtout que moi, je pense qu'il y a vraiment, en fonction des stratégies de deal, et on y reviendra, la première année, les 2 premières années, les 100 premiers jours, il faut être full-time. Enfin, en tout cas, les 100 premiers jours. Et après, pour la suite, il faut dégager du temps. Donc, si on n'a pas la manière d'organiser son temps en tant que dirigeant dans sa société, d'abord, travaillons son temps. Ça, c'est hyper simple. Je regarde, j'analyse mon temps sur un mois de travail. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, comment ça se séquence en termes de temps dédié au RH, temps dédié au commercial, temps dédié à l'admin, temps dédié à X sujets. Je regarde le temps, je regarde est-ce que je peux le sous-traiter ou pas. Donc c'est un fichier Excel, est-ce que ça se sous-traite ou pas, et est-ce que c'est important pour la stratégie de l'organisation. Je fais mes petits calculs et tout ce qui est pas prioritaire, je le descends. Tout ce que je peux confier à d'autres collaborateurs, je descends, et ça me permet de me rendre compte vraiment qu'est-ce qui est stratégique pour mon organisation et où je dois me concentrer et de libérer du temps sur son agenda. Donc ça, c'est un petit exercice qui est assez simple et rapide à faire pour pouvoir justement travailler sur l'autonomie de sa structure. Et je dirais qu'il y a aussi un point qui est hyper important qu'on voit trop peu malheureusement dans des PME qui explique que ce sont des dirigeants qui ont grandi petit à petit au cours de la croissance de leur entreprise et qu'il y a un manque de KPIs. Il y a un gros manque de KPIs de suivi, notamment sur la santé financière. Donc, il faut avoir des fichiers de reporting mensuels pour sa société avec des standards déjà créés. Comme ça, on sait suivre ces chiffres et c'est des process qu'on peut copier-coller sur la cible qu'on reprend et intégrer et d'avoir un bel outil de suivi. Parce que derrière le suivi, en fait, il y a le remboursement de la mensualité ou de l'annuité. Et pour ça, il faut vraiment que je soit en capacité de matérialiser, que mon organisation est en capacité de faire le remboursement. Et puis, je pense que, dernier point, il y a une visibilité marché, c'est-à-dire qu'il faut être certain de son marché et de la continuité d'expansion de son marché. Je ne sais pas si je suis sur un marché en décroissance. Est-ce que c'est vraiment opportun d'aller acheter une société sachant que le chiffre d'affaires va tendanciellement décroître parce que c'est le marché. Voilà, donc il faut aussi avoir une bonne visibilité sur son marché. Est-ce que je suis sur un marché en croissance? Est-ce que j'ai pas des forts impacts de nouveaux entrants? Est-ce qu'il n'y a pas des sujets réglementaires? Voilà. Il y a tout un step back aussi, je dirais, marché pour s'assurer que on soit bien en capacité de se lancer dans sa première croissance externe. Ouais. Et alors, donc, je rebondis sur ton point de l'autonomie parce que, bon, effectivement, il faut une vision. Effectivement, il faut avoir les moyens de faire de la croissance externe. Il faut une boîte qui est pilotée. Mais effectivement, l'autonomie, en fait, ce qu'il faut que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est que la croissance externe, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps de dirigeant. On parle de dirigeant à dirigeant. Donc, dans les plus grosses structures, évidemment, il y a des équipes M&A en interne, etc. Mais à hauteur d'homme, les deals à hauteur d'homme, comme on les fait nous, c'est du temps de dirigeant. Tout à fait. De la même manière que aller refinancer un LBO, on dit souvent aux dirigeants, ça va être assez déstabilisant parce que vous allez devoir rencontrer plein d'investisseurs, faire beaucoup de réunions, etc. La croissance externe, ça demande du temps. Il faut pouvoir regarder plein de dossiers, puisque je sais pas, les ratios pour un fonds d'investissement, c'est probablement qu'ils regardent 100 dossiers pour en faire, je sais pas, 2-3 peut-être. Alors, chez les industriels, le ratio est moindre parce qu'on sait peut-être... sélectionne un peu plus. On sélectionne un peu plus, mais on va dire 1 sur 10, quelque chose comme ça, peut-être. Donc, il faut s'intéresser à plein de choses différentes. Il faut
il faut dégager du temps. Donc ça, c'est Et- vraiment l'autonomie de la plateforme principale est vraiment un sujet important. J'ouvre une petite parenthèse là-dessus parce que effectivement, on dégage du temps pour faire des analyses de dossiers, mais qu'est-ce que c'est intéressant. Ah oui. Et puis ça pose plein Intellectuellement, de c'est questions hyper sur son stimulant. business. On se remet en question, Ouais. on découvre des moves ou des secret sauce ou des hacks de croissance qui ont été saisis par des dirigeants dont on n'en aurait même pas pensé. C'est un outil de réflexion et d'idées, même Ouais. si on n'avance pas dans le dossier, qui est magnifique. Ouais. Et puis là, c'est souvent des super rencontres, hein. c'est clair. Et puis là, les planètes... Pour le cédant comme pour le repreneur, d'ailleurs. C'est ça. Et des planètes qui s'alignent pas là, mais de la création de réseau, Ouais. et qui te dit que ça va pas s'aligner dans 5 ans, Ouais. si la relation est bien animée. Donc ouais, non, c'est du temps, je suis d'accord, mais c'est du temps qui est superbement investi, au pire, pour la suite ou pour sa réflexion personnelle de croissance de chef d'entreprise. Ouais, tout à fait. Alors après, tu nous disais tout à l'heure que toi, tu voulais quand même laisser un peu sa chance à l'opportunité, à la magie qui opère de temps en temps, à l'incertain, j'allais dire. Ouais. Mais quand même, en préparation de cet épisode, tu me disais, bon, faut quand même un plan stratégique. Ah oui, il faut un plan strat. Qui soit organique d'ailleurs et sur la croissance externe. C'est-à-dire qu'il faut, on fait pas de la croissance externe sans être clair sur sa stratégie. Je suis 100% aligné. Ça là-dessus, effectivement, pour recontextualiser, je dirais à 90%, il faut une strat, il faut être très clair, il faut savoir où on va, et on va revenir un petit peu sur le sujet. Mais à côté de ça, faut pas oublier son rôle d'entrepreneur. Et effectivement, un entrepreneur, il regarde les opportunités, il les saisit, il les active. Donc, ouais, c'est sûr qu'on peut se dire quelles sont du coup les solutions pour autonomiser sa société. Je pense que la première solution, c'est les ressources humaines. On n'est pas encore dans un monde où on manage que des agents IA. Je sais pas quand est-ce qu'on y reviendra, quand on y arrivera, mais aujourd'hui en tout cas, les ressources humaines, c'est on voyait le point tout à l'heure, hein, mais c'est comment est-ce qu'on descend des responsabilités, des tâches à d'autres people qui sont peut-être même plus compétents que nous sur le segment, et donc recruter sa seconde ligne de management avec un CFO. Un DRH et des responsables autres en fonction de son secteur d'activité, ça permet d'absorber énormément de bandes passantes et d'être entouré de personnes qui sont plus capées que nous pour ce segment bien spécifique. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Alors oui, ça coûte. C'est-à-dire que je sais pas, je fais 500 000, 1 million de BE, forcément, je vais détruire de la valeur par le coût de ces people-là. Mais à côté de ça, ça permet de structurer la croissance future. Et le temps de dirigeant, c'est un temps qui doit forcément être intellectualisé dans son investissement parce que c'est ça qui permet de générer les résultats. Et les 80-20 sont aussi applicables sur ce temps de dirigeant qui fait la courbe de croissance de l'organisation. Donc je dirais qu'il y a un vrai sujet de structurer sa croissance, enfin structurer sa seconde ligne de management. Et structurer ses process aussi, parce qu'une société qui tourne, c'est une société avec des process, et là-dessus, vous avez pas mal de cabinets. Alors, les dirigeants d'entreprise, les dirigeants de TPE, PME sont pas acheteurs de conseils, mais c'est bien dommage, parce que là-dessus, vous avez plein de cabinets de conseils, vous avez plein de freelances qui peuvent vous aider à vous donner des idées et de les mettre en place sur 12 mois, comme ça, votre organisation intègre, absorbe ces idées, et ça permet vraiment d'aller chercher de la rentabilité. Donc voilà, pour les solutions de mon point de vue pour autonomiser la société, je suis à peu près là. Je ne sais pas si toi tu as d'autres idées ou des ajouts, des points. Effectivement, c'est d'abord d'avoir des gens sur qui se reposer. En fait, hein. On voit trop souvent des dirigeants d'entreprise qui ont pris toute la place, qui n'ont pas laissé des jeunes pousses, d'ailleurs, c'est pas une question d'âge, mais des managers se développer. Et qu'en fait, en gros, comme il va falloir se libérer du temps, il faut qu'au quotidien, l'activité principale puisse tourner. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ok. Comment tu vois l'articulation ? Parce qu'on a donc là sur la stratégie, on a 2 piliers. Hein. On a parlé de la stratégie organique. Enfin, il y a 2 sujets. Stratégie organique, c'est-à-dire le développement de la société qu'on a déjà, et puis la croissance externe. Comment tu vois, toi, l'articulation entre les deux ? Est-ce que ça s'oppose ? Est-ce que ça se complète. Ça se complète ? Ouais, ça se complète. Et moi, je pense qu'il faut qu'on soit excellent sur ces 2 sujets.
C'est comme ça qu'on va chercher de la croissance, c'est comme ça qu'on crée de la valeur. J'en rajouterai peut-être un troisième qui n'est pas l'objet, mais qui sera peut-être l'objet d'une autre série, c'est la stratégie de partenariat. Parce que parfois, nous, on fait des deals à l'acquisition. En fait, on voit que c'est pas activable, mais derrière, il y a des communautés de prospects, de clients activables, d'upsell. Ça, c'est plutôt de la stratégie de partenariat, mais pour moi, il faut être excellent en organique, en externe et en partenariat. Mais c'est pas l'objectif de notre échange aujourd'hui. Et je pense effectivement que de bien structurer sa réflexion de croissance organique, c'est le premier atout qui va me permettre de sécuriser mon deal de croissance externe. Et en fait, au quotidien, je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui n'ont pas structuré, qui n'ont pas en fait de planification stratégique. C'est-à-dire qu'ils naviguent à vue. Oui, il y a un nouveau contrat, super. Il y a un nouveau contrat, super. On le descend, donc ça permet de produire. Et petit à petit, il y a des évolutions avec quelques recrutements. Généralement, les évolutions dans les PME, ça vient souvent des recrutements qui amènent des nouvelles idées ou en fonction des profils de chefs d'entreprise. Mais ce que je vois trop souvent, je dirais pour 80% du temps, c'est qu'il n'y a pas de planification stratégique à 3 ans. Alors que c'est tellement si simple et que ça apporte tellement de résultats que c'est pour moi, je pense, un passage obligatoire pour pouvoir bien structurer sa stratégie de croissance externe. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait ? Nous, on a une méthode sur laquelle on coach certains de nos dirigeants, parce que c'est vrai que moi, j'ai une petite passion sur cette partie-là. J'adore aller chercher de la croissance et ça passe aussi par ces réflexions-là. Pour moi, il faut qu'on puisse d'abord analyser son marché. Il faut qu'on connaisse par cœur son marché, il faut qu'on soit curieux de son marché, il faut qu'on comprenne par cœur qu'on connaisse les tendances, les sous-segments qui composent ce marché, comprendre ma chaîne de valeur, qui j'ai en amont, qui j'ai en aval. En amont, qu'est-ce que je peux aller chercher comme synergie ? En aval, qu'est-ce que je peux aller chercher comme synergie ? Quelle marge je pourrais aller capter ? Combien ça va me coûter ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire, que ce soit en partenariat, en croissance externe ? Mais en tout cas, c'est des réflexions qu'il faut avoir. Et ça, c'est juste se demander qui j'ai en amont, comprendre un petit peu le business model et regarder quelles sont les synergies que je peux descendre. Ça, là-dessus, c'est beaucoup d'échanges avec d'autres dirigeants, des pairs dans des industries ou d'échanger avec des acteurs dans sa chaîne de valeur. Il y a des études de marché qui sont disponibles sur Internet ou et même de plus en plus facilement, ça coûte de moins en moins cher. Clairement. Donc il y a vraiment des choses intéressantes. Des recherches Google avec des mots-clés spécifiques, des recherches ChatGPT ou d'autres IA avec des mots-clés spécifiques, ça permet vraiment de s'ouvrir les yeux. Et puis là-dessus, pareil, n'hésitez pas à trouver des indépendants, des cabinets de conseil. Franchement, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Après, il y a un truc qui est magnifique aussi, c'est l'analyse des concurrents. On n'y pense pas assez, mais pour moi, la strat, c'est de la compétition. On est là, on se lève le matin pour gagner. Et en fait, c'est comment je séduis mieux mon client que la concurrence. Et ça, en fait, dans la séduction client par rapport à la concurrence peut utiliser plus ou moins les mêmes atouts que nous, mais de mapper sa concurrence, de comprendre son catalogue de produits, de comprendre comment ses clients, de comprendre comment est-ce qu'il séduit ses clients via sa com, ça nous apprend énormément de choses. Donc c'est un exercice qu'il faut absolument faire, qui permet justement d'être toujours plus séduisant, de mieux répondre aux facteurs clés de succès des attentes de mes clients et de gagner des parts de marché. Ça, donc certes, ça prend du temps. Je pense que c'est un superbe outil. Si on n'a pas le temps, on le fait faire par un stagiaire, par un collaborateur. Mais pour moi, c'est des benchmarks qu'il faut avoir. Donc je dirais ça, c'est plutôt sur l'aspect analyse des concurrents, et on peut aussi échanger avec les concurrents en direct pour essayer de comprendre un petit peu s'il y a des clés qui peuvent nous partager. Une fois qu'on a fait cette étude de l'analyse de marché, de l'analyse de sa concurrence, il faut aussi qu'on se fasse un petit peu d'introspection. Comme on peut faire de l'introspection personnelle, il faut qu'on fasse de l'introspection sur sa société. Aujourd'hui, une société, c'est des avantages concurrentiels. Quel est mon package de ressources et de compétences qui est différenciant par rapport à la concurrence, qui me permet de gagner des parts de marché. Et ça, il faut en avoir conscience. C'est parfois difficile de s'en rendre compte tout seul en tant que chef d'entreprise, donc c'est bien d'être coaché ou d'échanger avec des personnes qui ont cette réflexion-là, parce qu'on ne peut pas définir une stratégie sans avoir une conviction sur ses forces. C'est comme un individu,
persuadé qu'on a tous des zones de génie. On doit tous être mis dans ces zones de génie qui nous permettent de faire de notre vie une grande vie parce qu'on excelle. Une société, pour moi, c'est la même. C'est exactement la même chose. C'est qu'il faut qu'on sache un petit peu où est-ce qu'est notre zone de génie. La zone de génie pour une société, c'est ses avantages concurrentiels, c'est sa vision et comment est-ce que je fais le bon mix. Mais pour ça, il faut que je puisse le descendre. Une fois qu'on connaît le marché, les concurrents, ses avantages concurrentiels, ses singularités, on définit ses objectifs à 3 ans. C'est-à-dire où est-ce que je veux aller. C'est hyper simple. Ça, hein. C'est où est-ce que je veux aller à 3 ans. Pour aller là, qu'est-ce que je fais en année 1, qu'est-ce que je fais en année 2, qu'est-ce que je fais en année 3. Pour aller là où je veux aller en année 1, je divise mes objectifs en 12 objectifs. Qu'est-ce que je dois atteindre au mois 1? Qu'est-ce que je dois atteindre au mois 2? Qu'est-ce que je dois atteindre au mois 3? Et après, j'ai des people dans mon équipe. Je pense qu'un rôle de chef d'entreprise, c'est aussi un entraîneur. Et du coup, j'ai des people clés en fonction des zones de génie de chacun. Et je leur demande d'être responsable de ces objectifs. C'est pas je leur demande d'être responsable de ces objectifs. C'est pas ça. C'est on produit ensemble les objectifs de l'organisation. Ils me disent où est-ce qu'ils veulent aller. Et je leur montre que c'est possible d'atteindre leurs objectifs. Ce qui me permet en fait d'utiliser le pouvoir de mon organisation pour que ce soit les opérateurs de cette croissance externe, de cette croissance interne qui en font un défi personnel, et ça permet de faire bouger l'organisation vers l'atteinte du plan stratégique à 3 ans. Donc ça, il y a une super méthode qui s'appelle les OKR, Objective Key Result. Pareil, on s'en reparle avec grand plaisir, mais ça, vous pouvez trouver plein de consultants qui vous permettent de faire bouger l'organisation. Pour l'avoir fait avec quelques clients, c'est des outils qui sont magnifiques et qui permettent vraiment d'aller chercher de la croissance et d'aller créer de l'EBE. Là-dessus, c'est la 3e fois ou plus que je le dis, mais n'hésitez pas à aller chercher des coachs, n'hésitez pas à aller chercher des conseils là-dessus pour vous accompagner sur toute cette partie structuration de la croissance organique. C'est plus facile de le produire avec des experts. Non, finalement, ce que tu dis, c'est que y a tout ce travail stratégique, on ne peut pas le passer sous silence, et on voit quand même trop souvent des gens qu'on approche. Toi, t'es conseillé aussi à la vente, donc tu vas approcher différents industriels, par exemple, sur un dossier, et on voit qu'il y a des gens, finalement, le dossier il est là, on le regarde, mais ce travail n'a pas forcément été fait. Et pour toi, c'est si on ne fait pas ça, la croissance externe, finalement, c'est qu'un moyen au service de la stratégie. D'accélérer du temps. Et ça, ce travail préparatoire-là, il est indispensable. Oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup ta vision première qui est la croissance externe permet d'accélérer le temps. Mon objectif que j'avais défini à 3 ans, via cette croissance externe que j'ai trouvée, en fait, je l'atteins au bout d'1 an et demi. Et donc, au bout d'1 an et demi, je me rehausse mes objectifs. Et en fait, du coup, c'est vraiment un super bel outil d'accélération du temps quand c'est bien mené. Je vois que le temps passe. J'avais quand même une question bonus pour toi. Okay. La croissance externe, elle n'a pas toujours eu bonne presse. Hein. Si tu te souviens, il y avait des opérations où on dit les fusions, mais les méga-fusions qui détruisent de la valeur. Ouais, je suis d'accord 90% des deals sont des échecs, etc. Ouais. Comment tu vois ça? Comment tu réponds à ça? C'est hyper intéressant, ouais. Non, mais parce que je pense que là-dessus, on a été mal formés. C'est vrai qu'en école, on avait, je sais plus, un chiffre, genre 80% des deals sont un échec, destructeurs de valeur, blablabla. Ouais. Mais ça, c'est ancien, en fait. C'est ce qu'on apprenait aux étudiants dans les années 80. En fait, j'ai lu un superbe article là-dessus dans Harvard Business Review il y a quelques mois, où en fait, maintenant, on n'est plus du tout dans ce mindset-là, parce qu'on a un outil qui s'est développé qui s'appelle les due diligence. Avant, dans les années 80, on faisait pas de due deal. Maintenant, on a des due deals strat, des due deals financières, des due deals légales, des due deals environnementales, et qui permettent en fait, avant de signer le contrat de cession, de s'assurer de la qualité de l'asset. Et en fait, on voit, cet article disait que ce chiffre, que les deals étaient destructeurs de valeur, aujourd'hui, c'est complètement faux, parce qu'on a trouvé plein de solutions pour pouvoir s'assurer de la bonne valorisation des synergies. Voilà. Donc pour moi, on a changé un petit peu de mécanisme, et demain, ça va s'accélérer avec tous les outils qu'on a. On va pouvoir de plus en plus sécuriser une reprise. Ouais, et puis après, il y a un autre point, c'est qu'on parle là de méga deal. En gros, donc on est dans la finance de marché, en fait. Et c'est pas ce dont on est en train de parler là. On est sur des opérations à prépondérance financière, poussées par des analystes. Et je critique pas tout ça. C'est très intéressant. Mais en fait, là, ce dont on va parler, c'est aussi des croissances externes, j'allais dire à hauteur d'homme. Tout à fait. On parle des PME avec des logiques humaines, industrielles.
c'est sûr que les méga deals au S&P 500 ou au Nasdaq ont peut-être aussi d'autres logiques. Donc, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas se laisser polluer par. Mais carrément. Et par puis, à côté de ça, restons entrepreneurs. Entrepreneur, c'est quoi? C'est un mec ou une nana qui règle des problèmes. Bah, même si en croissance externe, on a un problème, mais on trouve une solution et on avance. Ouais. Et c'est ça le mindset qu'il faut avoir. Bon, écoute, Maxime, tu nous as bien chauffé. On est bien chaud là pour passer à la croissance externe. On a découvert, j'allais dire, les fondements un peu théoriques, les outils, etc. Mais maintenant, on va peut-être passer à l'action dans l'épisode 2, si ça te va. Tout à fait. L'épisode 2 qui sera consacré donc, au fait d'identifier des cibles. Ouais, tout à fait. Bah, ça, c'est vrai qu'on va en parler effectivement dans l'épisode 2 sur la définition de sa stratégie de croissance externe. Comment est-ce qu'on fait pour faire une croissance externe? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut acquérir des compétences? Est-ce qu'on veut élargir son offre? Est-ce qu'on veut ouvrir de nouvelles géographies? Est-ce qu'on veut se diversifier? Et effectivement, comment on se lance, quoi. Ouais, effectivement. Et après, on va aller sur comment on se lance. Là-dessus, moi, je pense que l'important, c'est de se lancer. C'est un exercice, en fait, la croissance externe qui est particulièrement intéressant parce que c'est de la séduction, c'est de la maîtrise de la prise de risque, c'est de la stratégie, c'est de la finance, c'est de l'entrepreneuriat, c'est de la négociation. On ne sait jamais jusqu'à la fin si ça va se faire ou pas. Donc, c'est aussi intense en termes d'émotion. Mon premier conseil, effectivement, avant l'épisode 2, c'est lancez-vous. Allez sur Alvo, trouvez pas mal d'annonces qui vous plaît. Envoyez un message. Envoyez un message à Maxime. Moi, j'ai un petit peu moins d'annonces que toi. mais non, envoyez un message. Commencez à rencontrer vos premiers dirigeants parce que je pense que c'est comme ça qu'on commence aussi à se faire la main. C'est que rencontrez un premier dirigeant, posez-vous les bonnes questions et puis après, ça permet de commencer vos premières analyses. Et après, ça permet comme ça de bien préparer l'épisode 2. Bon, super. Allez, c'est parti. On passe à l'action. Rendez-vous donc épisode 2, trouver sa cible avec un expert qui sera avec nous pour nous partager son éclairage et ses conseils. Et puis, j'ai hâte. À très vite, Maxime. Merci beaucoup, Thomas. Salut. À très vite. Salut.